Bonsoir à tous, bonsoir Diego Melado. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en Algérie. Merci de répondre à nos questions. Alors nous avons célébré récemment la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Vous étiez présent. Est-ce que vous diriez que sur la question palestinienne, les Européens n'ont pas toujours parlé de la même voix? Écoutez, sur la question palestinienne, et d'ailleurs sur beaucoup de questions de politique étrangère, il y a des positions communes européennes, mais vous savez qu'aussi les États membres ont aussi une marge par rapport à leur propre politique étrangère. Et par rapport à la Palestine, par exemple, il y a un nombre d'États membres qui reconnaissent l'État palestinien, il y a d'autres États membres qui ne reconnaissent pas l'État palestinien. Et il y en a même certains qui imposent des conditions pour la reconnaissance pleine de l'État palestinien. Par contre, ce que nous avons depuis plus de 25 ans, c'est une position commune par rapport au conflit israélo-palestinien, le fait que nous soutenons la solution à deux États, que nous estimons que la solution définitive consistera à avoir deux États qui vivent côte à côte, en paix, en sécurité, et qui se reconnaissent l'un à l'autre. Donc ça, c'est une position commune européenne, déjà établie dans les années 80, et cette position est vraiment commune. L'Espagne, la Belgique et l'Irlande ont reconnu la Palestine Tout à avant fait. d'être rejoints par d'autres pays. L'Allemagne, toujours pas. Ça reste, selon vous, un point de discorde encore à l'intérieur de l'espace européen, qu'il y a encore des pays qui reconnaissent et d'autres qui ne reconnaissent pas, monsieur l'ambassadeur? Mais justement, comme je disais, il y a des positions communes, hein, et par rapport au processus de paix, je pense que la position commune, les principes de base sont communs à tous. Et là, personne ne questionne dans l'Union européenne, des 27 acceptent tous que la solution définitive sera deux États. Par contre, il y a des points de vue différents, c'est vrai. Et donc, en ce qui concerne le moment actuel, il y a des États qui ont décidé, et d'ailleurs très récemment, hein, vous avez évoqué la France, l'Espagne, c'est vraiment dans les derniers mois, ces États-là ont décidé récemment que dans le moment actuel, il convenait déjà de reconnaître la Palestine. Mais les 27, on est d'accord sur le résultat final qui doit être justement les deux États. Est-ce que ce n'est pas mauvais pour l'image de l'Union européenne qu'il y ait des pays qui reconnaissent et d'autres qui ne reconnaissent pas? Mais nous, on estime, c'est vrai que la politique étrangère européenne, elle est parfois difficile à expliquer. Et c'est vrai qu'en termes d'image, parfois ça donne une image de manque d'unité. Mais c'est vrai que le système européen fonctionne comme ça. On est capable d'adopter des positions communes très fortes, très cohérentes, très puissantes et qui d'ailleurs portent la politique internationale, comme c'est le cas de la solution à deux États. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'avoir une position unifiée sur le moment actuel par rapport à la reconnaissance. Et nous, on estime que ceci n'est pas un obstacle pour qu'on continue à travailler tous pour cette solution à deux États. Alors, selon Madame Kallas, qui est la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, le soutien américain à Israël sape l'influence de l'Union européenne pour mettre fin à la guerre de Gaza. Est-ce que vous pensez aussi que l'influence de l'Union européenne aujourd'hui pour aider Gaza est un peu sabotée par l'action américaine? Mais je pense que ce qu'on a vu, au fait, par rapport à Gaza, et d'ailleurs on va parler d'autres aspects de la politique internationale, on voit une collaboration, une coopération entre les États-Unis et l'Union européenne, et aussi les États-Unis et les États membres de manière individuelle. Alors on ne voit pas les choses de la même façon avec les Américains, et on estime parfois que les méthodes et les processus diplomatiques ne sont pas en conformité avec la façon dont nous faisons les choses. Mais à la fin, avec les Américains, depuis très longtemps d'ailleurs, nous sommes tous pour justement arriver à la paix dans cette région. Et pour arriver à cette paix, il faudra justement qu'on trouve la façon d'arriver à un accord entre Palestiniens et Israéliens. Et il faudra justement que les deux États, puisqu'il faudra un État palestinien, il faudra que les deux États puissent vivre en paix. Et le rôle des Américains est fondamental, mais le rôle des Européens est aussi fondamental. Le pacte pour la Méditerranée a été officiellement lancé. Selon Bruxelles, il renforcera la coopération et les liens économiques entre les rives de la mer Méditerranée et au-delà. Il contribuera aussi à la construction d'un espace méditerranéen commun, connecté, prospère, résilient et sûr. En fait, qu'est-ce qu'apporte ce pacte de nouveau, monsieur l'ambassadeur, par rapport aux autres initiatives européennes du genre? Voilà. Alors ce pacte, c'est vrai que se construit sur un socle déjà existant. D'ailleurs, dans les prochains jours, la semaine prochaine, nous allons commémorer les 30 ans
du processus de Barcelone, n'est-ce pas? Donc ça fait vraiment 30 ans que nous travaillons avec nos voisins du Sud, dont l'Algérie et les autres, pour la création de cet espace euro-méditerranéen. Pendant ces 30 ans, il y a eu des avancées, il y a eu des moments où, franchement, on n'avançait pas beaucoup, mais il y a surtout un contexte international qui a changé. Et je pense que ce que ce pacte apporte de nouveau, c'est d'un côté, on réaffirme l'importance de ce pacte et de l'espace euro-méditerranéen, aussi bien pour les Européens que pour nos voisins du Sud. Et c'est un moment très important de le réaffirmer parce que, vous savez, on vit dans une époque où les alliances du passé parfois se fragilisent, où on va vers un multilatéralisme qui est affaibli, où on va vers une fragmentation de l'espace international. Et c'est pour ça que lorsqu'on a des alliances qui sont fortes, que l'on considère essentielles, il faut réaffirmer la valeur de ces alliances. Et c'est pour ça que le pacte de la Méditerranée, qui est en train de se dévoiler en ce moment, puisqu'il y aura une présentation maintenant à Barcelone dans les prochains jours, eh bien ce pacte réaffirme l'importance justement de cet espace euro-méditerranéen. Monsieur l'ambassadeur, le cœur du pacte repose sur la dimension économique, évidemment. Il s'agit de renforcer la compétitivité et d'approfondir les relations commerciales, attirer aussi les investissements, notamment avec l'Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est facile aujourd'hui entre l'Union européenne et l'Algérie en matière d'investissement et pour attirer les échanges commerciaux? Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, c'est clair. On a de nouveau une très bonne base. On a depuis 20 ans un accord d'association avec toute une série d'avancées et aussi avec des remises en question. Et c'est vrai que le pacte pour la Méditerranée reconnaît qu'il y a des thèmes essentiels, notamment les investissements, la modernisation du cadre pour les échanges commerciaux et aussi cet effet d'annonce important sur la connectivité, n'est-ce pas? Nous voulons connecter les deux rives de la Méditerranée. Et pour faire cela, il faut des investissements. Ça ne va pas se faire simplement avec des annonces. Il faut clairement des investissements et il faut renforcer ces liens commerciaux. C'est pour ça que le pacte pour la Méditerranée fait état de l'existence de tout un acquis commun. Mais en même temps, nous sommes conscients du fait qu'il y a des défis qu'il faut relever et que les 20 dernières années n'ont pas toujours donné les résultats qu'on attendait. On le dit ici en Algérie, on le dit très clairement, on l'entend de la part des autorités algériennes. Et du côté européen, on le dit aussi, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer et on doit Et nous aurons l'occasion de parler de ce gros morceau de la coopération. Juste un mot sur le pacte pour la Méditerranée. Je vous pose la question car on peut dire aussi que l'UPM était un échec, l'Union pour la Méditerranée. Est-ce que vous diriez que c'est un échec ? Je ne pense pas que ce soit un échec. Je pense que l'Union pour la Méditerranée, qui était un cadre qui s'est superposé aussi à des cadres existants, a toujours une utilité, notamment pour le renforcement de projets régionaux, de projets de coopération régionale. Et aussi, je pense que ce qui est intéressant de l'Union pour la Méditerranée, c'est, je ne vais pas dire que ce soit un test, mais certainement c'est une tentative de créer un cadre institutionnel, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un secrétariat, il existe toute une série de structures plus stables. Et donc, vous savez, la coopération au sein de l'Union européenne s'est faite comme ça aussi. On a essayé de créer des cadres politiques, administratifs, parfois institutionnels. On a lancé des messages, on a essayé des projets. Donc, il y a quelque part aussi des tentatives d'avancée. Je pense que l'Union pour la Méditerranée, certainement, n'a pas répondu aux attentes. Tout à fait d'accord. Mais elle a quand même rempli certaines fonctions. Et c'est toujours un cadre utile. Et d'ailleurs, la semaine prochaine à Barcelone, nous allons renforcer encore cette Union pour la Méditerranée. Retour à la coopération, l'Algérie continue d'appeler à la révision de l'accord d'association signé en 2002, entré en vigueur en 2005, en raison, selon Alger, des déséquilibres qu'il génère pour le pays. Est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, que l'accord d'association aujourd'hui est déséquilibré pour l'Algérie ? Alors moi je pense que l'accord d'association fait partie justement de cet acquis entre l'Algérie et l'Europe.
Il n'y a pas que l'accord d'association, il y a aussi maintenant le pacte pour la Méditerranée. Il y a toute une série de dialogues politiques qui ont lieu pendant les années. Il y a des projets concrets d'investissement dans le passé. Il y a aussi des projets à l'avenir, puisque nous avons un nouveau cadre pour la coopération qui s'appelle le Global Gateway, qui vise à établir des liens d'infrastructure, entre autres. Donc, il existe tout un cadre. Il y a aussi une coopération énergétique très importante, qui s'est renforcée d'ailleurs de manière absolument fondamentale lors de l'agression russe contre l'Ukraine, où on a vu que l'Algérie était un partenaire important, un partenaire indispensable, un partenaire fiable dans le domaine énergétique. Et tout cela, si on parle en termes économiques et financiers, donne du lieu à une balance des paiements entre l'Europe et l'Algérie, qui est, écoutez, si vous regardez les dernières années, nous avons eu des années où cette balance a été assez équilibrée. Nous avons eu quelques années où on a trouvé un avantage à l'Europe. Depuis quelques années, cette balance des paiements est clairement avantageuse pour l'Algérie, puisqu'il y a beaucoup plus de transferts de l'Europe, puisqu'on prend en compte bien sûr l'énergie, la consommation de gaz. Donc, vous voyez, c'est une relation qui est fondamentale, qui se mesure en dizaines de milliards d'euros. Donc, du point de vue économique, c'est quand même pas rien, au contraire, et qui, très souvent, est avantageuse pour l'Algérie. Cependant, ce qui est vrai, et là nous le comprenons, c'est que ça n'a pas permis toujours à l'Algérie de diversifier son économie. Ce qui est un objectif tout à fait légitime et que nous comprenons, parce qu'au fait, nous en Europe, on a le même problème. En Europe, si vous regardez par exemple les perspectives économiques pour l'Europe, un de nos objectifs est la diversification et surtout la réindustrialisation de l'Europe. Donc on comprend très bien que l'Algérie veuille aussi faire cela. Je pense qu'il faut trouver le moyen de coopérer et d'intégrer les chaînes de valeur entre l'Algérie et l'Europe, et pour nous en plus des autres pays de la région, pour aller vers cette plus grande diversification et renforcement économique. Et toujours concernant l'accord d'association, le 12 juillet dernier, Ahmed Attaf a souligné la nécessité d'activer le principal mécanisme chargé de réglementer l'association algéro-européenne, à savoir le Conseil d'association. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas réuni, monsieur l'ambassadeur. Oui, ça fait très longtemps en fait. Ça fait pratiquement 5 ans. Il ne s'est pas réuni. Donc il y a un problème quelque part. Écoutez, c'était un peu la même chose dans la région, c'est-à-dire avec d'autres pays de la région. Vous l'avez évoqué vous-même au début, c'est-à-dire les processus qui existaient avant, le processus de Barcelone, les accords d'association, n'ont pas eu toujours le résultat escompté. C'est-à-dire que dans la région, il a fallu un dynamisme, n'est-ce pas, qui n'était pas là. Maintenant, avec le pacte pour la Méditerranée, on veut justement relancer cette coopération. C'est pour ça que l'idée est de pouvoir réunir les conseils d'association avec les différents pays, y compris avec l'Algérie, mais bien sûr, il faut que les conditions soient remplies pour qu'on puisse... D'où ma question, qu'est-ce qui empêche la réunion de ce conseil d'association ? Écoutez, le conseil d'association, c'est un aspect, c'est un volet de notre coopération. Il y a aussi des dialogues multiples. Nous avons proposé des dialogues. J'espère d'ailleurs qu'on aura bientôt une visite du commissaire européen pour l'énergie. Donc c'est le niveau ministériel, pour un dialogue ministériel. Nous espérons aussi voir la commissaire pour la Méditerranée venir, j'espère que dans les prochaines semaines, début janvier, ce qui de nouveau fait partie de notre relation avec l'Algérie au plus haut niveau politique. Et tout ceci, y compris avec un conseil d'association, fait partie de l'ensemble. Mais il n'y a pas que le conseil d'association. Ça, c'est quelque chose qui a été maintenant mis sur la table officiellement par l'Algérie. Donc, nous avons reçu une demande et c'est quelque chose qui va se continuer à se... Pas de date encore fixée. Il n'y a pas de date, mais c'est pour bientôt. Pas de date, mais c'est certainement quelque chose qu'il faut considérer dans le cadre de cet ensemble de relations politiques au plus haut niveau. Parce que ce que l'on voit aussi dans la demande algérienne, et nous le comprenons et nous le partageons, c'est une demande de mettre la relation au plus haut niveau politique. Et on doit faire ça. Le plus haut niveau politique, ça veut dire au niveau ministériel, au niveau chef d'État et de gouvernement. Nous estimons qu'il doit y avoir beaucoup plus d'échanges. Par exemple, nous avions demandé maintenant dans le cadre du G20, le président du Conseil européen, M. Antonio Costa, qui est donc la plus haute autorité, avait demandé un rendez-vous avec le président de la République.
n'est-ce pas? Finalement, le déplacement n'a pas pu avoir lieu de la part du président algérien, donc cette rencontre ne s'est pas réalisée. Nous espérons qu'elle pourra se faire plus tard, mais je veux dire, nous avons un intérêt. Après, nous voulions que Mme Kallas rencontre Monsieur le ministre Attaf à Luanda lors du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et là, c'est Mme Kallas qui n'a pas pu s'y rendre. Donc vous voyez, malheureusement, on a eu les derniers 3-4 jours un problème d'agenda, ce qui a fait que des réunions au plus haut niveau n'ont pas pu avoir lieu. Mais nous les avons sollicitées, et ça montre que nous sommes intéressés, bien sûr, à répondre à cette demande algérienne. Et M. Costa n'a pas rencontré non plus le Premier ministre algérien qui était sur place à Johannesburg. Voilà, ça n'a pas pu se faire, justement, puisque à cause de ces changements d'agenda, n'est-ce pas? Eh bien, ni une réunion ni l'autre, on peut Monsieur l'ambassadeur, un de vos prédécesseurs disait que l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie est le meilleur qu'un pays de la rive du Sud ait pu négocier, car il a été le dernier à le négocier, donc à bien le négocier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que l'accord d'association conclu entre l'Algérie et l'Union européenne a été mieux négocié que, par exemple, avec le Maroc ou la Tunisie ou d'autres pays? Écoutez, là, je ne sais pas, franchement, je ne suis pas capable de comparer les accords. Je vois d'ailleurs pas beaucoup d'utilité à comparer ces accords, parce que déjà, les accords ont plus de 20 ans, dans la plupart des cas. La situation géopolitique et la situation géoéconomique étaient complètement différentes. Donc, je pense que les accords établissent un cadre de coopération, pas seulement pour les échanges commerciaux. C'est vrai que les accords d'association ont un volet commercial. Mais ça couvre les investissements, ça couvre la coopération scientifique, ça couvre la coopération culturelle, ça couvre environ 8-9 domaines de coopération. Et ce qu'on a mis sur la table, c'est justement la nécessité d'avoir une coopération très vaste. Et c'est maintenant avec le pacte pour la Méditerranée qu'on va pouvoir approfondir et surtout concrétiser. Parce qu'il faut être concret. Parce que l'effet annonce, on connaît, vous savez, les Européens, on est très bons à ça, à annoncer des choses, mais je pense qu'il y a une demande très forte, et de l'Europe et de l'Algérie, pour du concret. Ces derniers mois, monsieur l'ambassadeur, il y a eu une petite crise entre l'Algérie et l'Union européenne, puisque l'Algérie avait exprimé au mois de juillet sa surprise après le lancement par Bruxelles de la procédure d'arbitrage contre les restrictions au commerce et à l'investissement. Le ministre algérien des Affaires étrangères avait qualifié cette décision de hâtive et de unilatérale. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore en Algérie des restrictions au commerce et à l'investissement, comme le dit Bruxelles? Écoutez, donc le résultat de ce différend commercial vient de toute une série de réunions, d'échanges, d'analyses de la part de nos experts à Bruxelles sur les conditions pour les échanges commerciaux et pour les investissements ici européens. Alors il y a toute une série de questions qui ont été soulevées par nos experts qui estiment qu'elles n'ont pas été répondues de manière favorable. Il y a toujours des entreprises européennes qui nous ont manifesté qu'elles avaient des difficultés. Et en particulier, il y a eu des entreprises françaises, mais pas seulement, d'autres États membres à cause de la crise, également. On va en parler, oui. Voilà, donc tout ça a donné lieu au fait que voilà, les experts de la Commission européenne, de la Direction générale du commerce, ont proposé qu'on lance cette procédure d'arbitrage, ce qui a été décidé au niveau politique. Mais c'est un aspect technique, vous savez, la procédure d'arbitrage. Ça fait partie de l'ensemble des relations qu'on a avec l'Algérie, et nous, on estime que ce n'est pas nécessaire de mettre l'attention unique sur cette question. Il y a beaucoup d'autres aspects dans la relation qui sont même beaucoup plus importants, bien entendu. Vous auriez pu être convoqué, par exemple, mais ça n'a pas été le cas. Pardon ? Vous auriez pu être convoqué par le ministère des Affaires étrangères, mais ça n'a pas été le cas. Convoqué ? Oui. Comme par exemple, il y a certains ambassadeurs qu'on convoque lorsqu'il y a des crises entre les deux parties. D'accord, mais au fait, nous, on ne voit pas ceci comme une crise. C'est-à-dire il s'agit d'une série de règles commerciales. Pour l'Algérie, si, lorsque le ministre parle de décision hâtive et unilatérale, ça veut dire que ça a été mal pris. Écoutez, bien sûr, peut-être du point de vue politique. Du point de vue technique, ça fait partie justement des règles du jeu qui ont été décidées entre les deux parties. Et de nouveau, pour nous, c'est un aspect technique, n'est-ce pas ? On met sur la table la possibilité de passer à un arbitrage, mais sans préjudice du fait qu'on va continuer à dialoguer, qu'il y a une demande algérienne de soumettre ça à un niveau politique, et nous, bien sûr, nous sommes tout à fait prêts à discuter aussi au niveau politique en parallèle. Et comme je vous ai dit, nous espérons avoir des visites au plus haut niveau ministériel,
pour pouvoir discuter avec les autorités algériennes au niveau ministériel, bien sûr. Et quand vous parlez, monsieur l'ambassadeur, des problèmes liés à des entreprises, par exemple Algex, y a-t-il encore aujourd'hui des entreprises européennes qui se plaignent d'Algex? En somme, y a-t-il un problème Algex en Algérie? Mais en principe, Algex a été réformé. Donc il faut savoir aussi que ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des réformes qui se font en parallèle en Algérie. Donc je pense que le système Algex n'existe plus en tant que tel. C'est plutôt une plateforme numérique en ce moment. Donc il y a d'autres, on ne peut pas dire qu'il y a un problème Algex en ce moment. Ce qu'il y a, c'est une autre procédure qui a été mise en place. Et de nouveau, nos experts à Bruxelles ont encore des difficultés par rapport à la procédure existante. Concernant le climat et l'environnement, pourquoi est-ce que selon vous l'Algérie doit faire plus en termes de réduction d'émissions comme le préconisent certains États européens? Des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Ouais. Ben, écoutez, en ce qui concerne, ça c'est une question plutôt globale. Hein. C'est pas par rapport à l'Algérie. Ceux qui consentent le plus d'efforts aujourd'hui, c'est les Européens. Donc en Europe, il y a un plan extrêmement ambitieux, avancé, de décarbonisation. Vous savez que nous, l'objectif, c'est d'arriver en 2050 à l'élimination totale, donc à être une économie zéro carbone. Donc une économie qui va continuer à prospérer, à croître, une économie qui va continuer à générer de la prospérité et qui ne sera pas susceptible d'émettre des émissions en carbone. Donc ça, c'est le défi que nous, on accepte en tant qu'Européens. Après, dans les instances internationales, avec l'Algérie, on vient de voir maintenant la COP30, et pas seulement la COP30, il y a d'autres enceintes de discussion où on discute sur les engagements que les autres pays sont en train d'accepter. Donc c'est pas qu'on cible l'Algérie, pas du tout. Ce qu'il y a par contre, il y a toute une série de normes européennes, bien sûr, pour entrer dans le marché européen, qui s'appliquent pas seulement à l'Algérie, qui s'appliquent à tous les pays du monde. Par exemple, la réduction du gaz méthane, des émissions de gaz méthane et d'autres gaz. C'est des règles que nous appliquons, bien sûr, à l'ensemble des pays, pas seulement à l'Algérie. Sur le plan des droits humains et des libertés, l'arrestation et la condamnation de l'écrivain Boualem Sansal a ravivé les critiques de l'Union européenne et posé des questions diplomatiques, notamment avec la France. Est-ce que vous pensez déjà que la grâce du 12 novembre est une bonne chose, une bonne nouvelle qui peut ouvrir des perspectives? Écoutez, la grâce du 12 novembre, c'était donc un acte de souveraineté algérienne. Ça fait partie des prérogatives, selon le droit algérien, des prérogatives de Monsieur le Président. Et donc, il a exercé cette prérogative. Il l'a fait pour des raisons humanitaires, aussi en répondant à une demande du président allemand. Et c'est quelque chose qui a été, bien sûr, salué en Europe et dans beaucoup d'autres pays. Donc, en ce sens, bien sûr, ça a été valorisé, ça a été vu de manière très positive en Europe. Parce que cela nous amène à parler de la crise entre l'Algérie et la France, monsieur l'ambassadeur, qui perdure en dépit d'une petite amorce de dégel. C'est difficile aujourd'hui pour l'Union européenne de prendre position ou de rapprocher les points de vue, sachant que la France est un État membre de l'Union européenne. Alors bon, sur les crises, c'est vrai qu'il y a eu avant avec l'Espagne, maintenant avec la France, même si la relation entre la France et l'Algérie est très particulière. Donc c'est une relation, l'Union européenne en tant que bloc n'entre pas dans les débats nationaux ou même bilatéraux entre un pays tiers et un État membre de l'Union européenne. Nous, ce qu'on veille, c'est à ce que l'ensemble des règles qui existent en Europe et qui favorise aussi nos partenaires, comme par exemple l'Algérie, les Algériens peuvent se bénéficier de l'ensemble des règles européennes. Nous avons une union douanière, nous avons un espace Schengen, nous avons des institutions européennes, un dialogue politique au niveau européen. Eh bien, pour que tout cela fonctionne et que tout cela puisse bénéficier l'ensemble de notre bloc européen et notre partenaire, dans ce cas l'Algérie, il faut bien sûr qu'il y ait des bonnes relations avec les membres du club. Et donc, bien sûr, toute crise qu'il peut y avoir avec un membre du club, bien sûr, peut affecter la relation. On a vu ça aussi avec d'autres pays. On a eu parfois des crises entre certains pays européens et la Chine ou d'autres. Et ça a aussi
il a fallu trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse avancer au niveau européen. Je vous pose la question, monsieur l'ambassadeur, parce que nous avons connu la même situation avec l'Espagne en 2022. Il aura fallu 2 ans pour sortir de cette crise. Et à l'époque, les Espagnols avaient pointé du doigt un manque de solidarité de leurs partenaires européens. Est-ce que face au business, on oublie la solidarité entre États membres ? Écoutez, je ne pense pas. Franchement, il faut savoir aussi que l'Union européenne est un club où chaque État membre conserve sa souveraineté, n'est-ce pas ? Chaque État membre est pleinement souverain, a sa politique dans certains domaines. Certains aspects de la souveraineté sont mis en commun, c'est vrai. Ni la France, ni l'Espagne, ni l'Allemagne n'exercent leur souveraineté dans certains domaines, par exemple le commerce, entre autres. Et puis, dans d'autres domaines, ils le mettent en commun. Donc, ça veut dire que chacun défend aussi ses intérêts. Et il y a, par exemple, comme moi ici, des institutions européennes qui essayent de nous assurer qu'il y a toujours cet intérêt européen qui est aussi défendu. Donc parfois, il faut jongler, il faut faire un équilibre. Mais vous savez, à la fin, les Européens, parfois on nous voit, on se dispute entre nous, on est désunis et tout ça, mais à la fin, nous faisons toujours preuve d'union et d'action commune, puisqu'on sait qu'on a une union, pas parce que ça fait joli d'aller à 27 avec un drapeau commun, c'est parce qu'on a besoin de cette union pour exercer notre indépendance, même individuellement comme État, pour exercer notre souveraineté, même individuellement comme État, et à la fin, on a besoin les uns des autres. Et vous savez, l'Union européenne, c'est tous les jours sans exception, des négociations sur plein de sujets. Donc, vous ne pouvez pas oublier les intérêts des uns et des autres. Parfois, il y a des équilibres difficiles à faire, mais à la fin, la solidarité européenne s'impose toujours. Monsieur l'ambassadeur, au mois de février prochain, la guerre contre l'Ukraine entrera dans sa 4e année. On connaît la solidarité de l'Union européenne qui parle d'agression, de guerre d'agression. Est-ce que vous considérez que sur la question ukrainienne, l'Algérie et l'Union européenne sont sur des trajectoires différentes ? Écoutez, dans la relation avec l'Algérie, mais aussi avec d'autres pays, nous cherchons toujours des points de convergence. Nous cherchons toujours des méthodes de travail qui soient gagnant-gagnant. Ça c'est clair. Mais nous sommes conscients du fait qu'il y a des divergences et qu'il y a des points de vue différents et qu'il peut y avoir des intérêts différents. Et quand on dit gagnant-gagnant, ça veut dire que l'Europe défend ses intérêts. Et dans le cas de l'Algérie défend ses intérêts. Ça, c'est gagnant-gagnant et on trouve des espaces communs. Mais il faut aussi être capable d'accepter que nous sommes en désaccord. Comme on dit en anglais, « we agree to disagree ». Et on ne jette pas l'ensemble de la relation parce qu'on n'est pas en désaccord sur un point. On accepte qu'on peut avoir des points de vue différents, des intérêts différents, c'est la réalité, mais l'ensemble de la relation nous unit. Et dans le cas de la Russie, c'est un point que nous avons je ne veux pas dire en conflit, mais un point où nous avons un regard différent que beaucoup de nos partenaires. Et c'est aussi le cas avec l'Algérie. Nous estimons que la Russie a violé de manière brutale, impérialiste, flagrante, la légalité internationale pour envahir un pays voisin. Et nous estimons que la seule solution serait évidemment que la Russie se retire immédiatement et que des sanctions soient appliquées. Mais ce n'est pas le point de vue. Des sanctions sont déjà appliquées. Des sanctions sont appliquées par l'Union européenne oui. et par certains de ses alliés. Mais beaucoup de pays n'appliquent pas les sanctions européennes. Beaucoup de pays n'appliquent pas ces sanctions. Par exemple ? En Algérie, on n'applique pas des sanctions contre la Russie. Dans les pays voisins, on ne l'applique pas. Dans beaucoup de pays africains, on n'applique pas ces sanctions. Donc pour vous, ces sanctions doivent vraiment être internationales et appliquées par tous les États du monde ? Non, pas du tout. C'est-à-dire, je vous explique que nous avons ces sanctions et qu'elles ne sont pas appliquées par d'autres pays. On n'est pas en train d'obliger les autres pays. On estime que c'est une question de droit international, mais d'autres pays ont une vision différente. Ils condamnent, et l'Algérie souvent a condamné l'agression russe, mais en même temps, il y a une convergence d'intérêts dans certains domaines. Et ce n'est pas seulement l'Algérie, c'est beaucoup d'autres pays. Mais nous, en tant qu'Union européenne, on ne claque pas la porte et on dit on ne peut pas avoir des relations avec des pays qui ne regardent pas les choses comme nous. Eh bien, il faut accepter que différents pays ont des points de vue différents. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de pays qui ont des points de vue différents. Est-ce que les États-Unis font partie de ces pays depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ? Écoutez, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'est vrai qu'ils ont une stratégie différente.
C'est clair, bien sûr, les Américains maintenant, l'administration américaine, là où on est d'accord, c'est qu'il faut trouver une façon de mettre fin à cette guerre, à ce conflit. Nous, on estime que ça doit être une paix juste, durable, une paix qui prenne en compte les intérêts surtout de celui qui a été agressé, une paix qui prenne en compte aussi l'architecture de sécurité en Europe, puisqu'il y a toujours une dimension régionale, et bien sûr une paix qui permette aussi de rétablir la légalité internationale. Mais il y a peut-être, bien sûr, comme d'habitude, il y a plusieurs moyens d'arriver à ça. On n'est pas d'accord 100% avec les Américains sur la façon dont ils travaillent, mais je pense qu'on a trouvé un terrain d'entente. Et même avec le plan actuel qui a été mis sur la table par les Américains, il y a une influence européenne, il y a un dialogue avec les Européens, et nous, on continuera à pousser notre point de vue. Mais est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, que l'Ukraine peut s'en sortir, que la guerre peut se terminer avec un soutien massif européen, mais avec un soutien relatif américain ? Est-ce qu'il faut que les États-Unis, selon l'Union européenne, doivent s'investir davantage ? Alors, écoutez, moi, je travaille donc pour l'Union européenne en Algérie. Oui. Là, on est vraiment dans un autre domaine où je ne vais pas vous donner mon opinion personnelle. Franchement, c'est pas ça qui compte. Du point de vue institutionnel, politique, l'Europe est en train de prendre en charge aussi une grande partie de sa sécurité. Nous sommes tout à fait conscients du fait qu'en tant qu'Européens, nous devons nous occuper de notre sécurité, y compris la sécurité militaire, y compris la défense militaire et territoriale de l'Europe. Nous avons bien sûr une alliance, l'OTAN, et au sein de cette alliance, les Américains ont un rôle très important, mais le rôle européen doit être renforcé et les capacités européennes doivent être renforcées. Parce qu'au fait, on a un constat, on n'a pas découvert, c'est pas breaking news, hein, on n'a pas découvert ça aujourd'hui, que nous avons une puissance militaire énorme en Europe, mais elle est dispersée. Au fait, elle est divisée en 27. Donc, vous prenez n'importe quelle mesure, et nous avons plus d'hommes en uniforme que la Russie, nous avons un budget qui est 3-4 fois plus important, nous avons énormément d'avantages, d'atouts, mais à chaque fois, c'est divisé en 27, parce que beaucoup trop d'équipements militaires sont achetés par 27 pays. Il n'y a pas assez d'intégration des systèmes. Donc il s'agit, au fait, c'est un appel à l'ordre en Europe. Et tout cela est absolument fondamental pour pouvoir aider l'Ukraine. Parce que l'Ukraine sera aussi un allié important. Aujourd'hui, nous n'avons pas une alliance directe avec l'Ukraine. L'Ukraine est un État candidat à l'Union européenne. Et moi, j'espère qu'on pourra donner une perspective concrète et que dans les prochaines années, on aura l'Ukraine comme État membre de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, on aura aussi, puisque l'Europe doit prendre en charge une grande partie de sa défense, l'Ukraine sera un dispositif essentiel de cette défense. Et nous serons aussi un dispositif essentiel de la défense de l'Ukraine. Monsieur l'ambassadeur, votre collègue à Tunis, Giuseppe Perrone, a été convoqué par le président tunisien Kais Saïed pour non-respect du travail diplomatique. Est-ce que c'est risqué aujourd'hui d'être ambassadeur de l'Union européenne dans certains pays du monde, notamment au Maghreb, ou aussi dans certains pays africains où il y a eu beaucoup de vos collègues qui ont eu des problèmes? Est-ce que c'est risqué aujourd'hui d'être le représentant de l'Union européenne? Écoutez, je ne pense pas que ce soit risqué aujourd'hui. Je pense que le travail diplomatique, que ce soit d'un ambassadeur de l'Union européenne ou d'un ambassadeur d'un autre pays européen ou d'un pays tiers, est celui, bien sûr, de renforcer les liens avec le pays dans lequel vous êtes accrédité, y compris avec, bien sûr, les différents éléments de la société civile, comme se fait d'ailleurs par les ambassadeurs algériens aussi en Europe. Donc il faut trouver un équilibre, toujours dans le respect des normes diplomatiques, dans le respect de la non-ingérence, et c'est un équilibre qui est parfois difficile, mais c'est une obligation que nous avons tous, et bien sûr, je pense que dans l'ensemble des pays, les ambassadeurs de l'Union européenne font un travail assez bon, je dirais. Alors, vous êtes espagnol, on a souvent tendance à l'oublier, parce que pour nous, vous êtes européen. L'année 2025 marque les 50 ans de la démocratie en Espagne, avec la mort de Franco et l'avènement de Juan Carlos comme roi. 50 ans plus tard, on se demande comment se porte la démocratie espagnole. Est-ce que l'Espagne, votre pays d'origine, reste un exemple en matière de transition démocratique ? Écoutez, justement, c'est un moment historique très, très important parce que depuis quelques années, en fait,
l'Espagne, quand on a réussi la transition, a été vraiment un modèle et a été considéré pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années, c'était considéré un modèle. Les dernières années, on voit peut-être une certaine crispation, polarisation en Espagne. Donc on avait oublié justement cette transition espagnole. Alors le fait qu'on a cette commémoration maintenant, ces 50 ans, nous permet de porter un regard sur l'histoire et de nous rappeler. De nous rappeler que justement la transition a été possible parce que toute une série de leaders politiques ont décidé de renoncer au passé, d'aller vers l'avenir, de construire un avenir, parfois même de renoncer à leur propre carrière politique, puisque l'ensemble des hommes politiques qui ont justement fait la transition après n'ont pas réussi vraiment à avoir une reconnaissance immédiate et ont même perdu les élections. On les appelait en Espagne les héros de la retraite. Donc ils se sont retirés. En fait, pas retraite, bon, même s'ils ont été mis à la retraite après, mais ils ont dû se retirer du champ de bataille petit à petit, en essayant d'éviter justement le plus grand nombre possible de confrontations. Et on avait peut-être oublié ça en Espagne, donc c'est bien justement ces commémorations, ça nous permet de regarder en arrière. Mais aujourd'hui en Espagne, avec tous les problèmes qu'on peut avoir, et pas seulement en Espagne, mais dans l'ensemble des pays européens, on a quand même réussi aujourd'hui à construire le meilleur espace au monde où on combine la prospérité, l'égalité et la liberté et démocratie. Alors avec toutes les critiques qu'on peut faire de l'Europe, avec tous les problèmes, avec tous les défis qu'on a vers l'avenir, avec aussi les zones d'ombre et certains États membres où on voit des tendances même autoritaires, donc c'est une réalité. Malgré tout ça, le bloc à 27, avec 450 millions, demeure aujourd'hui une grande force d'attraction pour beaucoup de gens dans le monde, et c'est vrai qu'on offre des conditions de vie qui sont quand même assez bonnes. Et vous vous sentez aussi européen qu'espagnol ? Moi, je me sens tout à fait européen, oui, ça c'est vrai. Ça c'est un peu le privilège de quelques des fonctionnaires européens. Nous, on travaille en permanence dans un environnement européen. On défend des intérêts européens. On regarde toujours les situations d'une perspective européenne. On n'a pas ce réflexe. Parfois, on doit s'entraîner un peu pour essayer d'avoir le réflexe national. Quand on essaye d'aider un État membre particulièrement, on a du mal à avoir ce réflexe. Les intérêts de l'Espagne uniquement, les intérêts de la France. Donc nous, on a toujours ce réflexe européen, oui. Mais je suis très fier d'être espagnol, bien sûr. Le début de la démocratie espagnole a aussi marqué le début de la crise au Sahara occidental, monsieur l'ambassadeur, en 1975. Le 25 novembre dernier, devant le Parlement européen, le Parlement n'a pas appelé à bloquer l'accord agricole Union européenne-Maroc à une seule voix près. Absolument. 361 eurodéputés ont voté pour le blocage de cet accord. Il aurait fallu 362 pour avoir une majorité de blocage. Quelle lecture vous faites de ce vote ? Écoutez, voilà, c'est pas à moi de faire une lecture de ce vote. Simplement, ça c'est la démocratie, c'est comme ça que c'est le jeu politique, n'est-ce pas ? Et donc c'est le résultat d'un vote. Moi, je ne suis pas analyste politique européen. Mais ça reste le Parlement européen et ce n'est pas une décision, même si le vote avait eu lieu, ça n'aurait pas pu obliger l'Union européenne à bloquer cet accord d'association. Bien sûr, mais ça a toujours un symbolisme politique important, bien sûr. Est-ce que vous pensez que la dernière décision américaine de relancer les discussions entre le Maroc et le Polisario est une bonne chose ? Est-ce que vous pensez que les États-Unis réussiront, avec l'aide de toutes les parties, à créer un mouvement de dialogue ? Écoutez, je ne sais pas si les États-Unis tout seuls, mais en tout cas, ce qui est important dans cette région, c'est qu'il y ait un dynamisme positif envers un processus de désescalade, d'élimination des tensions, en vue justement d'un processus de paix qui puisse donner lieu finalement à une solution à ce conflit, puisque c'est une région dans laquelle je pense que si on était capable d'éliminer le conflit, il pourrait y avoir vraiment une convergence d'intérêts entre tous les acteurs. C'est une de ces régions où probablement il y a, au fait, les différentes parties, même si elles sont opposées aujourd'hui, dans le fond, pourrait avoir une grande convergence
dans une coopération, n'est-ce pas, et créer un grand bloc ici au Maghreb, ce serait dans l'intérêt de tous les pays, ce serait dans l'intérêt de toutes les populations et dans l'intérêt de l'Europe aussi. On aimerait bien avoir un grand bloc ici au Maghreb qui soit une contrepartie, qui soit notre partenaire au niveau européen. On travaille bien sûr en parallèle avec toutes les parties, mais je pense qu'il y a vraiment un espace pour un grand bloc maghrébin. Diego Mellado, ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, merci d'avoir répondu à nos questions. Écoutez, un grand plaisir. Merci de l'avoir reçu. Merci à vous et à la semaine prochaine.